À première vue, le Sichuan pourrait passer pour un petit porte-avions, mais ce n'est pas le cas. Oui, elle a un pont plat, une catapulte pour lancer des avions et quelques marins, mais ce n'est pas un porte-avions. C'est un navire d'assaut amphibie, un type de navire très différent en effet. Un navire conçu non pas pour contester l'espace aérien, mais pour prendre d'assaut les plages. Et il y a encore plus, car ce n'est pas n'importe quel navire d'assaut amphibie. C'est une toute nouvelle interprétation du concept, une refonte complète de ce que ce terme signifie et représente. Parce que, alors que la plupart de ces navires trouvent un équilibre délicat entre les Marines, les lanceurs et les hélicoptères pour les débarquer, Sichuan, le premier de la classe type 076, possède ses propres Marines, hélicoptères et lanceurs. Oui. Mais elle y ajoute ensuite un nouvel ingrédient de poids. Drones. De très gros drones, du genre qui ont besoin de catapultes pour décoller. Est-elle performante ? Eh bien, c'est une question à laquelle nous n'avons pas encore de réponse. Elle n'a été lancée qu'en décembre 2024, et nous n'avons toujours que des dates provisoires pour sa mise en service définitive. De 0,71 à 0,76. D'accord, donc si vous voulez comprendre pourquoi le nouveau type 0,76 de la Chine existe tout court, et vu que vous avez cliqué sur cette vidéo, on va supposer que c'est le cas, il faut remonter le temps de 2 décennies. Retour à l'époque où la marine de l'Armée populaire de libération, la PLAN, avait vraiment du mal avec quelque chose que la plupart des flottes occidentales avaient maîtrisé à l'époque du noir et blanc. Débarquer des soldats depuis des navires sur des plages sans, vous savez, les faire massacrer. En gros, pendant des années, alors que la PLAN se modernisait progressivement après l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping en 1978, sa branche amphibie restait à la traîne et demeurait le vilain petit canard. Et cela se remarquait clairement. Comme l'a dit sèchement l'Institut national de recherche sur la défense et la sécurité de Taïwan, la marine, je cite, manquait d'expérience dans les opérations amphibies modernes. Et ces navires avaient encore des capacités dignes de la Seconde Guerre mondiale, jusque bien dans les années 1990. Cependant, cela a commencé à changer en 2005, et de façon spectaculaire. Ensuite, sous la nouvelle doctrine axée sur des débarquements rapides, multidimensionnels et des frappes de pénétration en profondeur, la marine de l'Armée populaire de libération a donné son feu vert à son premier véritable transport de chalands de débarquement moderne, le type 071. Le navire de tête, Kunlun-chan, a été mis à l'eau en 2006. Le premier d'une classe de 8, plus 8 GEX, et un supplémentaire pour la marine taïwanaise, qui était plutôt compétente, tout bien considéré. Un navire de 20 000 tonnes, capable de transporter 700 fusiliers marins, 20 véhicules blindés, et 4 hélicoptères Z-8 en haute mer. Ce n'était pas une solution élégante, certes, mais elle faisait le travail et représentait un énorme bond en termes de capacité. Comme l'a justement noté le Quotidien du Peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois, le Type 71 a également suscité quelques réactions à Washington. Pas tant pour leur capacité, mais pour ce qu'il représentait. Citation: le renforcement du système de projection de puissance à longue portée de la Chine et sa transition d'opérations basées sur des plateformes à des opérations basées sur des systèmes. Fin de citation. C'est-à-dire, ils commençaient maintenant à prendre la guerre amphibie vraiment au sérieux. Et en effet, ils l'ont prise au sérieux, car avant même que la classe Type 71 ne soit terminée, le dernier Jilin-shan ayant été mis en service en 2020, les travaux ont commencé sur une classe de navires encore plus grande, le Type 75, porte-hélicoptère de débarquement. Mis sur cale pour la première fois en 2017. Avec le navire de tête Hainan, cela a orienté les capacités bien davantage vers l'aérien, avec des installations permettant d'opérer jusqu'à 30 hélicoptères. Plus précisément et de manière plus générale, introduire une véritable doctrine d'atterrissage vertical que la marine n'avait tout simplement pas possédée auparavant. En fait, c'est exactement pour cette raison qu'il ressemble étrangement à des porte-avions légers, car à part le fait que ce qui en décolle a des hélices sur le dessus plutôt que des ailes fixes, ils n'en sont pas très éloignés. Cependant, il faut noter qu'ils transportent toujours des troupes amphibies également, environ 800 soldats, et près de 60 véhicules blindés. Mais même ainsi, avec 4 Type 75 mis en service au total, Guangxi, Anhui, Hubei et bien sûr Hainan, ce n'était toujours pas suffisant. Parce que même avant Hubei, le dernier de la classe mis en service en août 2025, l'APL en voulait encore plus. Quelque chose qui pourrait transporter des troupes, des hélicoptères et des avions à voilure fixe. Ainsi, le Type 76, notre navire sur lequel nous nous concentrons aujourd'hui, a été autorisé en 2023 comme une nouvelle plateforme de combat d'un type inédit. Et bien que Type 76 soit une désignation de classe, nous allons continuer à en parler au singulier aujourd'hui, parce que, franchement, nous n'avons aucune idée du nombre qu'il prévoit de construire. Ce n'est pas non plus à cause d'un manque de recherche de notre part. Ce n'est pas parce que Wikipédia n'a pas l'information qu'on va abandonner. Ce n'est pas ce genre de choses. Non, on a consulté probablement une bonne douzaine et demie de sources en chinois, venant des deux Chines, pour rassembler tout ça, et aucune d'entre elles ne nous a donné ne serait-ce qu'un indice sur combien Pékin prévoit d'en construire. Donc oui, on ne sait tout simplement pas, vraiment.
Quant à la question immédiate, à savoir qu'est-ce que le 76, à part un 75, qui peut aussi accueillir des avions à voilure fixe, eh bien, gardez cette idée en tête pour l'instant, parce qu'on a une question plus fondamentale à régler avant d'y répondre. Et cette question, comme l'indique la carte titre, c'est qu'est-ce qu'un navire d'assaut amphibie, au juste ? Derrière chaque méga projet se cache un investissement massif, ce qui nous amène au sponsor d'aujourd'hui, Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 euros. Mais avant de vous en dire plus, démystifions 2 idées reçues courantes sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses dictées par l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et inadaptés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des fluctuations du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 euros et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos. Aussi, plus largement, quels sont tous les autres types de navires que nous avons mentionnés dans le chapitre précédent, ainsi que d'autres types apparentés que nous n'avons pas encore évoqués? Et il s'avère que la réponse à cette question est en gros oui. Parce qu'un navire d'assaut amphibie est, en gros, tout navire conçu pour transporter des soldats, des chars et des hélicoptères à travers l'océan, puis les déposer sur la côte de l'ennemi pour semer un peu le chaos. Mais cela pose un problème, car cette définition est tellement large qu'elle inclut des navires aussi différents que le type 72A que nous n'avons pas encore rencontré, ainsi que les type 71, type 75 et type 76 que nous avons déjà vus. De même, le terme navire d'assaut amphibie peut être encore plus précis, selon la manière exacte dont il débarque les troupes, car au fil des années, les Marines ont essayé à peu près toutes les méthodes possibles. La plus littérale est le LST, ou navire de débarquement de chars. Ce sont les descendants spirituels des barges du débarquement du jour J, des monstres à nez plat et en forme de boîte qui s'approchent directement de la plage, abaissent la rampe et laissent le char rouler directement dans le combat. Le type 72A fait exactement cela, déplaçant environ 4800 tonnes, avec de la place pour 10 chars et 250 soldats, et la grâce hydrodynamique d'une brique. Il fait le travail, et c'est tout ce qu'on peut dire de flatteur à son sujet. Ensuite vient le LPD, ou transport de chaland de débarquement, une approche plus sophistiquée. Au lieu de s'échouer sur la plage, il reste au large et ouvre un radier inondable à l'arrière, permettant ainsi aux chalands de débarquement ou aux aéroglisseurs et autres engins similaires de sortir par leurs propres moyens. Le type 71 serait l'un de ces navires. Et en effet, ceux qui ont l'oreille particulièrement attentive se souviendront que nous l'avons appelé ainsi dans le chapitre précédent. C'est essentiellement un garage flottant, avec une plateforme pour hélicoptère sur le toit. Et puis il y a le LHD, ou bâtiment de débarquement porte-hélicoptère, qui reprend la même idée mais ajoute un pont d'envol complet sur le dessus. C'est ce que le type 75 représenterait. 40 000 tonnes de la place, pour 30 hélicoptères, et la capacité de débarquer des centaines de soldats verticalement, plutôt que de simplement les faire s'échouer dans les vagues. Et enfin, il y a le LHA, ou bâtiment d'assaut amphibie porte-hélicoptère. Un grand bâtiment amphibie, optimisé pour l'aviation, conçu dès le départ pour opérer des avions à décollage court et atterrissage vertical, comme l'américain F-35B, en plus d'un important contingent d'hélicoptères. Certaines variantes incluent également un radier, d'autres l'échangent contre des installations aéronautiques plus vastes. Et pour être clair, même s'ils peuvent se ressembler, les porte-avions ne figurent en réalité pas du tout sur cette échelle, du moins pas officiellement. Les porte-avions existent pour projeter la puissance aérienne, pas la puissance amphibie. Leur rôle est de prendre le contrôle du ciel, de le garder, puis de tout détruire depuis les airs, en lançant des chasseurs souvent à des centaines de kilomètres pour accomplir cela. Et les navires amphibies, pour nous répéter, existent pour débarquer des choses, des troupes, des véhicules, des hélicoptères,
et pour les soutenir une fois qu'ils sont à terre. Ce sont deux mondes très similaires et qui se chevauchent, nous le savons, mais si l'on veut être pointilleux, ils sont bel et bien différents. Les États-Unis l'ont fait en premier avec la classe America, le premier navire amphibie construit depuis la quille, pour sacrifier une partie de son côté amphibie au profit de la capacité aérienne. Et maintenant la Chine recommence avec le Type 76. Donc j'espère que vous suivez tous. Je sais que c'est un vrai charabia, mais ça devient facile à comprendre une fois qu'on l'explique vraiment. Alors, revenons à la vidéo proprement dite. Ce que nous savons jusqu'à présent. C'était le matin du 27 décembre 2024, et le brouillard sur Shanghai avait une teinte métallique froide, qui donnait au fleuve l'apparence de l'acier fondu. Les sirènes résonnaient à travers le chantier naval Udong-Tsonghua. Les bannières claquaient dans le vent. Et au milieu de tout cela, la dalle de métal gris de 260 mètres de long commença à bouger, alors qu'elle était lancée pour la toute première fois. Cette dalle, bien sûr, était le Type 76. Et après avoir été baptisée Sichuan, une bouteille de champagne fut brisée contre sa proue. Un ruban rouge se déroula le long de sa coque, et une fanfare entama son morceau habituel, la marche de la marine de l'armée populaire de libération. Les caméras et les drones bourdonnaient, et la foule rassemblée rugit dans un chœur d'applaudissements et de chants. Et franchement, ils avaient toutes les raisons de célébrer. Car le Sichuan, de quelque manière qu'on prenne, s'annonçait comme un navire sérieux, qui, même selon les standards de la construction navale chinoise moderne, marquait un nouveau saut d'ambition. Comme l'écrirait plus tard l'agence de presse Xinhua, c'était un élément clé de la transformation et de la modernisation de la marine, intégrant des capacités amphibies et d'aviation à voilure fixe sur une seule plateforme. C'est le langage officiel pour dire que cet engin n'a rien à voir avec tout ce que la marine de l'armée populaire de libération a jamais construit. Et il n'avait pas tort dans cette évaluation, car non seulement c'était le premier porte-hélicoptère d'assaut que la Chine ait jamais construit, mais elle était aussi visiblement différente de leurs autres navires à pont plat. La première chose qui sautait aux yeux, même pour les observateurs occasionnels, c'était la configuration à deux îlots. Deux superstructures distinctes s'élevant du pont d'envol, espacées largement comme des serre-livres. CCTV, c'est-à-dire le diffuseur national chinois, et non leur caméra de sécurité, a décrit cette disposition comme une configuration à double passerelle pour séparer la navigation et le commandement aérien, en expliquant qu'un îlot contrôlait le navire, tandis que l'autre gérait les opérations aériennes. L'Institut de recherche sur la défense nationale et la sécurité de Taïwan a également confirmé cette analyse. Nous ne sommes donc pas obligés de nous fier uniquement à la version Pékin. Ils ont déclaré dans un rapport de 2024 que la configuration à double îlot, je cite, reflète une séparation délibérée des fonctions de commandement, de la navigation et de l'aviation, à l'image de la disposition des porte-avions de grande taille, et que la conception interne du 76 conserve un radier résiduel pour un nombre limité de véhicules amphibies, mais que la répartition de l'espace intérieur privilégie clairement le soutien à l'aviation et les infrastructures de maintenance des drones. Fin de citation. En d'autres termes, même les propres analystes de la défense de Taïwan, qui ne sont guère enclins à reprendre les arguments de Pékin, ont constaté la même chose. Un navire conçu moins comme une plateforme de débarquement qu'en tant que centre aéronautique autonome, ce même parti pris en faveur de l'aviation se retrouve également sous le pont d'envol, puisque le Sichuan dispose de deux ponts de hangar continus, s'étendant presque sur toute la longueur de la coque. Le pont supérieur est aligné avec la piste de catapulte et les puits d'ascenseur, tandis que le pont inférieur est rempli d'ateliers, de baies pour drones, et de conduits d'alimentation électrique. Et bien sûr, elle conserve toujours des capacités pour débarquer des troupes. Le radier est toujours là, techniquement. C'est une pâle imitation de ce que possèdent les 75. Mais comme l'a noté l'Institut taïwanais de recherche sur la défense nationale et la sécurité, c'est, je cite, « conservé pour un nombre limité d'embarcations amphibies », c'est-à-dire que c'est totalement une capacité secondaire. La véritable charge utile maintenant se trouve au-dessus de la ligne de flottaison, dans des hangars, soutenus par des grues hydrauliques et des équipements de maintenance conçus pour des machines qui ne touchent jamais la mer. Sauf si quelque chose a vraiment mal tourné. Cette nouvelle priorité donnée aux capacités aériennes exigeait également un nouveau système nerveux. Et alors que les 71 et 75 reposaient sur des entraînements mécaniques et des liaisons hydrauliques, pensez à des pistons, des pompes et des arbres de transmission à l'ancienne, reliant physiquement chaque pièce mobile, Sichuan remplace tout cela par un réseau électrique à courant continu de moyenne tension entièrement intégré. En gros, une immense carte électronique qui parcourt toute la longueur du navire, où l'énergie n'est pas liée à un seul moteur, mais peut être redirigée n'importe où, à volonté. Le système, dérivé des recherches de l'équipe de Yang Yao à l'université Jiaotong de Shanghai, nous n'avons jamais entendu parler de lui, mais notre source taïwanaise semblait vraiment penser qu'il était très important, donne au navire la flexibilité d'un centre de données plutôt que celle d'une chaîne de production. La même impulsion électrique qui fait tourner une hélice aujourd'hui pourrait, en théorie, lancer un avion demain. Et nous voulons bien dire lancer des avions, car la seule catapulte électromagnétique installée sur le côté bâbord du pont d'envol du Sichuan est une version réduite de celle installée à bord du Fujian, fonctionnant selon le même principe fondamental des aimants et non de la vapeur. Et c'est aussi une distinction importante, car toutes les catapultes ne se valent pas. L'ancienne génération,
celles que l'on trouvait sur les porte-avions américains de l'époque de la guerre froide et sur les anciens porte-avions britanniques, avant de se retrouver complètement fauchés et de ne plus pouvoir se les offrir. Utilisaient la vapeur pour faire le gros du travail, d'énormes chaudières alimentant des pistons en vapeur comprimée qui tiraient un avion le long d'une piste à une vitesse brutale, tout ou rien. Ça marche. Mais c'est rudimentaire, ça demande beaucoup d'entretien, et c'est à peu près aussi doux pour la structure de l'avion que de se faire percuter par un train de marchandises. Les systèmes à vapeur gaspillent aussi de la chaleur. Ils perdent de la pression sur la distance et ne peuvent fournir de la puissance que sous une seule impulsion fixe. Ce qui signifie que les marins doivent toujours planifier vraiment soigneusement pour s'assurer que les avions qu'ils catapultent depuis leur pont d'envol, sont assez robustes pour encaisser le choc, mais assez légers pour pouvoir décoller ensuite, ce qui limite invariablement ce qu'on peut lancer. Les catapultes électromagnétiques, en revanche, se passent complètement de la tuyauterie. Au lieu de vapeur et de soupape, elles utilisent un champ magnétique mobile pour tirer une navette métallique en douceur le long du pont, son accélération étant finement réglée par les ordinateurs du navire. Pensez-y moins comme une fronde et plus comme un tapis roulant magnétique capable de projeter des objets dans le ciel. Les avantages sont évidents. Une puissance constante, beaucoup moins de contraintes sur les avions, des temps de remise en place plus rapides et surtout la possibilité d'ajuster la force de lancement selon ce qui est catapulté depuis le pont. Pour un navire comme le Sichuan, qui devra gérer des drones relativement fragiles, cette précision est essentielle. C'est aussi plus silencieux, plus propre et plus efficace, ce qui est un avantage non négligeable. Et comme il puise son énergie directement dans le réseau électrique du navire, plutôt que dans des conduites de vapeur, il peut fonctionner avec n'importe quelle source d'énergie que les ingénieurs décideront d'installer par la suite. Mais, et c'est un point très important, il y a une raison pour laquelle, à l'heure actuelle, les catapultes à vapeur restent la référence dans le monde entier. C'est parce que le modèle électromagnétique, bien qu'ingénieux, présente encore ses propres inconvénients. Comme l'a résumé l'Institut taïwanais de recherche sur la défense nationale et la sécurité, le système à bord du Sichuan représente un bond technologique en avance sur le navire lui-même. Il note que, même si le rail de lancement magnétique lui-même peut être à la pointe de la technologie, son alimentation électrique ne l'est presque certainement pas. L'appétit de la catapulte pour l'électricité est colossal. Et comme il le souligne, je cite, « La stabilité de la tension et la capacité de réserve suffisante restent à vérifier sur une coque à propulsion conventionnelle. » Pour le dire plus franchement, si vous faites fonctionner la propulsion, les capteurs et les opérations de vol en même temps, et que vous alimentez tout cela avec du bon vieux carburant explosif au lieu d'un réacteur nucléaire, il y a de fortes chances que quelque chose doive céder. Il souligne également le simple fait que les aimants n'aiment pas l'océan. Je cite encore, « La sensibilité à la température et à l'humidité pourrait réduire l'efficacité en mer. » C'est une façon très académique de dire que la condensation d'eau salée et l'électronique délicate ne font pas bon ménage. Cependant, la maintenance pourrait s'avérer être le véritable ennemi. Ils décrivent les systèmes électromagnétiques comme, je cite encore, « des équipements de haute précision et nécessitant beaucoup de maintenance, demandant un calibrage continu et des techniciens qualifiés, et ils notent que l'expérience de la Chine avec ce type de matériel reste presque entièrement théorique. Ils n'ont pas tort non plus, car le seul autre navire chinois qui utilise ce système est le Fujian, et bien qu'il ait été lancé en 2022, il n'a toujours pas été mis en service. En fait, le Sichuan n'est que le 3e navire tout court à être équipé de catapultes électromagnétiques, le Fujian étant le 2e, et le Gerald R. Ford américain le 1er, ayant été mis en service en 2017. Donc il n'est pas exagéré de dire qu'elle reste essentiellement théorique pour à peu près tout le monde à ce stade. Mais au-delà des catapultes, il convient aussi de souligner à quel point sa nouvelle configuration sophistiquée rend le Sichuan plutôt trapu par rapport à ses sœurs chinoises, déplaçant environ 40 000 tonnes, contre 35 000 tonnes pour un type 75 et 25 000 tonnes pour un type 71. Nous pensons qu'il s'agit d'environ 40 000 tonnes de toute façon. Le Centre d'études stratégiques et internationales, généralement très précis dans ses affirmations, mais qui n'est pas basé en Chine, a donné un chiffre de 50 000 dans un rapport de 2024. Mais tous les médias chinois, Xinhua, Le Quotidien du Peuple, CCTV Militaire, South China Morning Post, ont donné un chiffre de 40 000. Nous, bien sûr, n'avons finalement aucune idée de quel chiffre est correct. Ce n'est pas comme si nous avions le Sichuan sous la main pour le peser. Donc nous allons simplement vous donner les deux chiffres et vous en ferez ce que vous voudrez. Mais notez bien que le chiffre de 50 000, s'il est exact, ferait d'elle le plus grand navire amphibie actuellement à flot, dépassant la classe America d'environ 5 000 tonnes. Son gabarit, quelle que soit sa taille réelle, s'explique aussi par ses systèmes secondaires. Le radar, par exemple, que l'on peut clairement voir sur sa superstructure. La Chine elle-même ne nous dit pas exactement quel système elle embarque. La déclaration la plus précise que l'on puisse trouver à ce sujet ressemble à ceci, que nous avons tiré d'un article du Global Times. Je cite, « Le navire d'assaut amphibie, type 76, réunit le meilleur des bâtiments de guerre les plus modernes de la marine.
intégrant les radars des destroyers et des frégates, les catapultes électromagnétiques des porte-avions Fujian et les concepts du Type 75 renforcent ainsi sa puissance de combat. Fin de citation. Et ça continue, ainsi de suite. Mais ne vous inquiétez pas les amis, parce qu'on a appliqué un peu de notre côté geek à tout ça. Et nous sommes tombés sur ceci. La frégate Type 54B. Elle est toute neuve, la marine de l'armée populaire de libération. N'en a actuellement qu'une seule en service, l'Uluhu, et une autre, Chinzu, lancée mais pas encore en service. Et regardez en haut. La partie triangulaire tournante à l'avant et le mât renflé décalé derrière, c'est assez ressemblant, non? Donc nous pensons avoir trouvé le bon équivalent. Malheureusement, la Chine ne nous a pas donné de nom pour celui-là non plus. Donc, passons à la protection. Et sur ce point, heureusement, nous avons en fait quelques détails précis. Comme l'a rapporté le Global Times, le Sichuan, je cite, possède de solides capacités défensives rapprochées, comprenant au moins 3 lanceurs de missiles de défense aérienne HQ-10, au moins 3 systèmes d'armes rapprochés type 11-30 et 4 lance-roquettes défensifs à 32 tubes. Fin de citation. Le même rapport ajoutait, je cite à nouveau, les lance-roquettes défensifs sur les navires de guerre chinois peuvent être chargés avec des munitions leurres, des roquettes remplies de paillettes et des leurres actifs. Équipés de petits brouilleurs de radiofréquence, ils peuvent également tirer des roquettes transportant de petites charges de profondeur pour attaquer les sous-marins et les plongeurs. Fin de citation. Et tout cela constitue une configuration intéressante, car à partir de là, nous pouvons déduire certaines choses sur la façon dont elle est censée être utilisée. Pour commencer, les armes mentionnées sont clairement destinées à la défense de points. Des HQ-10, des Gatlings 1130 et ses lance-roquettes à 32 tubes. Ils vous offrent une bulle létale de défense rapprochée et une boîte à outils polyvalente pour les contre-mesures et la lutte anti-sous-marine. Mais ils ne conviennent pas à la défense aérienne de zone. Donc opérationnellement, il est raisonnable de spéculer. Le Sichuan est conçu pour s'intégrer dans une défense en couche plus large, utiliser ses capteurs et ses liaisons de données pour voir loin et suivre les cibles. Les destroyers et des croiseurs d'escorte, les familles type 55 et 52D, qui prennent alors en charge la défense aérienne à longue portée et la défense de zone. Une deuxième implication concerne la posture tactique. Un navire optimisé pour des opérations intensives de drones et d'hélicoptères, avec des systèmes d'armes rapprochés robustes et des dispositifs de leurre, est le plus utile, opérant suffisamment près des zones littorales contestées pour lancer des assauts verticaux et sans pilote, tout en comptant sur un écran de protection contre les menaces de frappe en profondeur. Cela a du sens si la marine de l'armée populaire de libération envisage des opérations amphibies multidomaines à haut rythme et une coercition dans la zone grise. Beaucoup de drones, beaucoup de capteurs, et un anneau de protection fourni par le groupe opérationnel. Et oui, compte tenu de la géopolitique récente et en fait des 80 dernières années, nous serions prêts à le faire. Je parierais un brin sur la zone littorale précise à laquelle ils pensent qu'il pourrait finir par être utilisé. Celle de l'autre Chine, Taïwan. Le porte-drone. Maintenant, concentrons-nous sur l'aspect porte-drone du Sichuan, car en réalité, c'est quelque chose de très très important, et en plus, c'est intéressant. Donc, ce serait une erreur de simplement passer dessus comme s'il ne s'agissait que d'une caractéristique parmi tant d'autres. Et ce n'est pas juste un nouveau gadget, ajouté à une ancienne classification de navire. C'est une refonte totale de la conception de ce qu'est réellement un navire d'assaut amphibie, pendant la majeure partie d'un siècle, avec un concept qui trouve son origine dans le Shinzo Maru impérial japonais, mis en service en 1934. Ce sont des navires qui étendent efficacement une tête de pont, transportant des troupes qui doivent s'approcher à portée de tir de l'ennemi, afin qu'ils puissent faire quelque chose du fait qu'ils soient en vie et continuer d'avancer, en accélérant leur déploiement initial et en le soutenant à partir de là. C'est-à-dire, tout en eux est conçu pour soutenir les personnes, et les machines à bord ne sont qu'un vecteur pour faciliter cela. Mais Sichuan renverse cette logique, car ces machines sont l'élément principal, et ces gens y sont aussi secondaires. Une grande partie de ces entrailles sont des hangars et des ateliers pour drones. Ces ascenseurs transportent de la fibre de carbone et des cartes de circuit imprimées, pas des fantassins en sueur ou des caisses de rations. La catapulte qui longe son flanc bâbord n'est pas réglée pour des convertiplanes de transport de troupes. Elle est réglée pour des aéronefs sans pilote, assez légers, pour être lancés uniquement par magnétisme. Ne vous y trompez pas cependant, elle reste bel et bien un navire d'assaut amphibie, malgré la forte prédominance des drones. Elle a toujours la capacité d'embarquer des fusiliers marins, plus d'1 millier selon un résumé d'actualité de Xinhua, ce qui est un nombre conséquent, mais nettement inférieur aux environ 1700 qu'un navire de classe America peut accueillir. Et elle a toujours la capacité d'embarquer des hélicoptères et des engins de débarquement. Même si nous savons exactement lesquels elle aura, nous parions sur des appareils comme le aéroglisseur type 726 et les hélicoptères Z-18 et Z-20. Rien de spécial en gros, puisqu'il n'y a eu aucune annonce concernant quelque chose de particulier en préparation uniquement pour le Sichuan et vraisemblablement ses futures sœurs. Mais elle n'est pas unique pour autant. La Chine est loin d'être la seule nation à expérimenter le concept un peu flou de navires généralistes intégrant aussi des drones. Ils sont simplement allés plus loin,
plus vite et avec plus de conviction que quiconque. Les autres grignotent, la Chine mord. Prenez le TCG Anadolu de la Turquie comme exemple. Elle a commencé sa vie comme un porte-hélicoptère standard, une copie presque conforme du Juan Carlos espagnol. Un hybride de porte-avions et de porte-hélicoptère amphibie. Le premier, en fait, et en conséquence, avait à l'origine été conçu pour opérer des F-35B, jusqu'à ce qu'Ankara se retrouve avec un petit effectif, grâce à la poigne ferme de l'oncle Sam. Après avoir été un peu trop gentil avec les Russes, ils se sont laissés emporter et se sont achetés des systèmes de missiles sol-air S-400. Et alors qu'ils se sont retrouvés exclus du programme F-35 en 2019, ce fut un vrai casse-tête pour la Turquie, car cette même année, l'Anadolu a été lancé, et il n'y aurait désormais plus rien de sérieux à mettre dans ces hangars. Quelle chance alors que la Turquie soit justement un acteur majeur dans le monde des drones. Alors hop, un petit coup de bricolage ici, un peu de bidouillage là, et c'est facile. L'Anadolu fonctionnait alors comme un navire d'assaut amphibie, avec des Bayraktar TB3 et des Kizil-Gilis à la place, ainsi que quelques hélicoptères Seahawk et Super Cobra. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une solution discrète mais géniale d'Ankara, tout bien considéré. Mais au final, ce n'était que ça, une solution, une combine, un rafistolage. Ce n'était pas une idée pensée dès l'origine, mais une improvisation née d'une nécessité politique. Sichuan était la première fille que Pékin a invitée au bal, et Anadolu doit sa place à la fille qu'Ankara a invitée à contre-cœur, après que la mystérieuse Stacy, au profil furtif, les a refusés. C'est pareil pour l'Iran aussi, car au lieu d'inventer quelque chose de nouveau, la garde révolutionnaire de Téhéran s'est simplement servie de ce qu'elle avait déjà, de grands coques de navires marchands fatigués, et les a transformés en ce qu'elle appelle maintenant des porte-drones. Vous voyez de quoi je parle. Iris, Shah Shahed Madavi et Shahed Bagheri, des silhouettes longues, carrées, indéniablement civiles, qui semblent plus adaptées au transport de conteneurs qu'à la conduite de la guerre. Un pont d'envol soudé à la poupe, quelques plateformes pour hélicoptères, des supports pour munitions rôdeuses fixés le long des rambardes, et voilà, une sorte de dépôt flottant de drones capable de lancer des Shahed par douzaines. Et pour être honnête, cela fait le travail dont l'Iran a besoin. Ces conversions ne sont pas une question de finesse, mais de portée. Elles permettent à Téhéran de déplacer ses drones bon marché et jetables à des milliers de kilomètres de chez lui, tout en ayant quelque chose qui ressemble vaguement à un navire pour le journal du soir. Pas de catapulte, pas de brin d'arrêt, pas de système ingénieux dans les hangars, même pas de troupes de débarquement, car il s'agit simplement de porte-avions purs et non de navires d'assaut amphibies. Juste un long pont plat pour semer le trouble en mer. Ça fonctionne, et c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Et puis il y a le Japon, qui adopte un rôle plus discret, plus évolutif. Ces navires d'escorte porte-hélicoptères de la classe Zumo, ainsi nommés parce qu'au Japon posséder des porte-avions reste un sujet sensible à cause de la Seconde Guerre mondiale, Zumo et Kaga sont déjà en pleine conversion en porte-avions légers de facto, avec des F-35B. Mais à côté de ces avions de chasse, les Japonais préparent discrètement de la place pour des drones. L'agence d'acquisition, de technologie et de logistique du ministère de la Défense, ou ATLA, a lancé un programme officiel de preuve de concept pour des drones lancés depuis des navires, invitant les fabricants nationaux à démontrer des systèmes de décollage et de récupération verticale pouvant opérer depuis les ponts de destroyers ou de porte-avions. L'idée est de donner à la marine japonaise une capacité de reconnaissance et de frappe persistante sans dépendre uniquement des avions pilotés. Ce travail influence déjà les acquisitions. En 2024, la JMSDF a sélectionné le VBAT, un drone à décollage vertical reposant sur sa queue, construit par Shield AI et Northrop Grumman comme son premier drone maritime. Des essais à bord des escorteurs de surface sont en cours, et le plan à long terme est de déployer la même capacité sur des ponts plus grands comme le Zomo et le Kaga, une fois l'intégration des avions pilotés terminée. Atla a également commandé des études sur l'association de ces drones avec de nouveaux réseaux de liaison de données embarqués, laissant entendre que l'objectif final est de constituer un groupe aérien mixte, composé d'appareils pilotés et non pilotés, plutôt qu'une flottille aérienne dédiée à une seule mission. Donc oui, de nombreux pays s'y mettent, et chacun aborde la question sous un angle différent. Certains, comme le Japon, y vont progressivement, avec des améliorations discrètes et des ponts à double usage. D'autres, comme la Turquie et l'Iran, improvisent avec les moyens du bord, adaptant l'avenir sur toutes les coques disponibles. Et puis il y a la Chine, qui a laissé de côté les demi-mesures et a directement dessiné le prochain chapitre sur la cale de construction. Alors, où cela nous mène-t-il ? Eh bien, cela nous amène à contempler ce qui pourrait bien être le prochain grand bond dans la guerre navale. Les ponts du Sichuan semblent familiers, mais sa mission ne l'est pas. C'est un navire où les troupes de débarquement sont des passagers, les drones sont les combattants de première ligne, et la catapulte est le clavier qui les lance. Elle n'est pas conçue pour prendre d'assaut les plages. Elle vise à contrôler le ciel au-dessus d'eux, avant même qu'une seule botte ne soit mouillée, et par conséquent, à marcher vers la victoire. Si cela fonctionne, le Sichuan redéfinira les principes de la doctrine amphibie, transformant la force de débarquement en un réseau plutôt qu'en un convoi. Si cela ne fonctionne pas, cela établit tout de même la référence pour toutes les marines qui suivront, parce qu'à partir de maintenant, personne ne pourra concevoir un grand bâtiment amphibie à pont continu
sans se demander comment ils communiquent avec les drones, ou ce qui se passe lorsque les aéronefs à bord n'ont plus besoin de pilotes. Merci d'avoir regardé.